Bonjour à tous pour ce troisième podcast du GUS et des conditions un petit peu particulières pour ce podcast puisque nous sommes en direct live d'une conférence à Copenhague qui s'appelle le SQL Nexus. Donc si vous entendez un peu de bruit autour, etc., en fait là il y a des sessions, donc il y a un peu moins de monde, mais il y a un peu de foule autour de nous, donc il y aura un petit peu de bruit de fond sur ce podcast. Alors aujourd'hui j'ai plusieurs invités puisqu'il y a pas mal de Frenchies qui sont à cette conférence en tant que speaker mais aussi en tant qu'organisateur. Alors on va faire un tour de table, on va commencer par toi David. Bonjour David. Ok, bonjour à tout le monde, moi c'est David Barbarin, donc j'habite à côté de Genève. Et tu fais quoi? Et je pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, je suis consultant en base de données sur la partie moteur. Ouais, alors moi je trouve que tu es un peu timide parce que tu es MVP, tu es MCM. Oui, c'est vrai. Bon, après, oui, je suis MVP, MCM. Tu es l'un des killers sur la haute dispo. Killer, oui, voilà. Un de mes sujets favoris, c'est la haute disponibilité, évidemment, et la performance. D'accord. Voilà. Et tu présentes quoi au SQL Nexus Cette année, je vais présenter au SQL Nexus, je vais présenter les nouveautés sur SQL Server 2016, la partie groupe de disponibilité, et en bonus, je vais essayer de présenter les nouveautés sur la partie la version 2017. Cool. À côté de toi, il y a Fabien Dato. Donc moi, Fabien Dato, bonjour. Moi, je suis expert en data BI dans l'écosystème Microsoft et MVP Data Platform depuis quelques mois, depuis janvier. Et je vais co-speaker sur la session Azure Data Factory avec Jean-Pierre. Donc voilà, aider à présenter des démos. Voilà. Ensuite, nous avons Régis Baccaro, l'un des organisateurs de SQL Nexus. Bonjour Régis. Oui, bonjour, Régis Baccaro, un expatrié au Danemark depuis 25 ans, originaire de Lyon, qui travaille en Suisse. Ça a l'air compliqué. C'est très compliqué, mais donc oui, ma spécialité c'est plutôt BI et Azure et organiser SQL Nexus dans mon temps libre. Un gros travail. On va y revenir, on va quand même laisser se présenter le dernier invité, donc Christophe. Salut à tous, Christophe Laporte, donc SQL Server MVP et certifié master également comme David. Plutôt focalisé moteur basonné, la haute disponibilité, disaster recovery, tout ce qui touche à la virtualisation et aujourd'hui Docker qui arrive un tout petit peu sur SQL Server. Voilà, et donc moi c'est Jean-Pierre, l'un des animateurs avec Isabelle de ce podcast, à qui on fait un grand coucou, qui n'est pas à cette conférence, mais qui je pense appréciera qu'on pense à elle pendant ce podcast. Alors pour démarrer en fait, donc on est justement au SQL Nexus. Alors j'aime à dire que c'est l'une des plus grosses conférences en Europe. Est-ce que c'est la plus grosse conférence en Europe ou pas loin? En Europe continentale, oui. D'accord, donc si on considère le Brexit, peut-être qu'on peut dire que dans l'espace Schengen, en tout cas, c'est la plus grande conférence. Donc, en fait, c'est la 5e édition d'une conférence sur la data platform dans les pays nordiques. Ça a commencé il y a 5 ans, on faisait un échange entre la Suède et le Danemark. La première était autour de Stockholm, la deuxième à Copenhague et la troisième encore autour de Stockholm. Et donc nos collègues de PASS ont décidé d'abandonner l'idée du SQL Rally. Exact, parce que c'était le nom de cette conférence, le SQL Rally nordique. Et nous on s'est dit pourquoi pas reprendre le flambeau. Et puis donc nous on n'oublie pas, eux ils oublient le SQL Rally. Et puis on fait notre propre conférence, donc SQL Nexus. Aujourd'hui c'est la 2e édition qui commence avec 6 tracks, une soixantaine de sessions et autour de 500 participants. Ouais, c'est une belle conférence. Et par contre, contrairement à ce qu'on peut avoir nous en France, c'est un événement payant. C'est vraiment une conférence, comme on dit, premium, où les gens ont payé pour venir voir les sessions. Oui, c'est payant. Donc il y a les 2 jours à un certain prix, puis on peut rajouter une journée de pré-conférence. Et les pré-conférences, ça m'a assez surpris. D'ailleurs, c'est assez bien fréquenté par rapport à ce que je m'attendais. Autour de 2 tiers des participants se sont inscrits pour les pré-conférences. Ah oui, quand même. Ça fait vraiment une belle journée de formation avec beaucoup de monde. Et d'un point de vue, parce que nous, on vient de France en tant que speaker, mais au niveau des attendees, est-ce que toute l'Europe est représentée ou alors c'est très local ou... Bon, c'est surtout danois vu qu'on est à Copenhague. Il y a autour de 150 Suédois qui sont venus, un peu moins de Norvégiens, quelques Islandais qui ont dû se perdre en route. Et sinon, je pense qu'il y a quelques participants du reste de l'Europe, mais bon, principalement Danois et Suédois, la Suède étant à 5 km de ce côté. D'accord, via un pont. Vers l'est, oui.
Donc, en fait, d'ailleurs pour les membres du GUS, pensez-y, hein, c'est intéressant si vous voulez faire une belle conférence avec de l'excellent contenu un peu premium. En fait, des fois c'est bien de prendre juste un billet d'avion, un billet de pré-conf et puis en plus comme ça vous faites quelques jours et il fait beau. Au pays qui est la Danemark. Et en plus il fait très beau. Alors, justement par rapport à cette conférence, là on vient juste de sortir de keynote, hein, ça a eu lieu tout à l'heure, donc moi je trouve que c'est une très belle keynote, mais je voulais faire un petit tour de table sur ce que vous avez pensé de cette keynote. Alors, juste avant, pour rappeler les 3 speakers que vous avez eus, vous avez eu Joe Sack, qui est donc de Microsoft, qui est venu de Seattle pour parler de SQL Server 2017 principalement. Vous avez eu Alberto Quero. Alors, ouais, je les fais pas dans l'ordre. Alberto Quero, qui moi est un de mes mentors en DataVis. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui nous parle de DataVis, qui d'ailleurs n'est pas quelqu'un de technique à la base. Et le dernier, Matthew Johnson, qui lui travaille chez MS Research. Donc 3 bons speakers pour une belle keynote. David, toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette keynote? Qu'est-ce qui t'a bien plu? Moi, forcément, comme j'ai une affinité avec la haute disponibilité, j'ai noté pas mal de choses avec la nouvelle version qui allait arriver, surtout sur la partie Linux, l'intégration forte avec Linux. Et oui, ça peut. Et puis grosse nouveauté aussi, annoncée par Joe Sack sur la partie optimiseur et la fonctionnalité adaptative Query Plan, toute la fonctionnalité qui va derrière quoi. Donc ça c'est mes 2 points, les 2 gros points que j'ai retenus. Ouais, donc sur ces annonces sur l'exécution des requêtes, d'ailleurs moi le truc qui m'a frappé, c'est d'habitude on a des noms de code vachement sexy, faciles à retenir, etc. Là par contre c'était le nom très technique qu'on a du mal à retenir. Là, effectivement c'est assez complexe à retenir. J'ai besoin de regarder mes images. Allez sur Twitter, regardez les screenshots, vous aurez... Mais bon, il y a pas mal de choses. Et puis l'intégration forte aussi avec Query Store, ce qui est plutôt pas mal, avec les weights, des choses comme ça. Donc ça va être que du bon pour nous, les DBA en tout cas. Justement, on va rebondir à Christophe. Effectivement, côté DBA et côté performance tuning, la fonctionnalité annoncée d'automatic tuning est vraiment très intéressante parce que jusqu'aujourd'hui, en cas de problématique de performance, on devait mettre un tout petit peu, je dirais, les mains dans le cambouis, commencer à lancer quelques requêtes ou quelques reports au travers du Query Store. Et à partir de SQL Server 2017, on aura vraiment la fonctionnalité d'automatic tuning qui va permettre finalement de faire automatiquement les régressions au niveau des plans d'exécution dès que SQL Server va détecter des requêtes qui prennent un petit peu plus de temps qu'à l'accoutumée. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été annoncé, qui est vraiment très intéressant d'un point de vue performance tuning. Et effectivement, comme le disait David, au niveau du Query Store, pas mal d'améliorations sur le produit, avec je dirais un rendu plus détaillé des attentes, donc des weights, requête par requête, et poste de weight par poste de weight sur le parallélisme, sur les latches, sur des IO, que ce soit des IO disques ou des IO côté réseau. Donc c'est vraiment une belle évolution d'un point de vue troubleshooting. Je retiens une dernière chose sur la partie engine, c'est moi ce que j'aime bien appeler le SQL Server Everywhere. Donc effectivement la possibilité d'installer du SQL Server sur du Windows, sur du Linux, sur du Docker. Donc on sent vraiment la volonté de la part de Microsoft de distribuer encore plus largement SQL Server, qui est déjà la base de données la plus vendue en nombre de licences. D'accord. Alors, juste sur ce que vous disiez avant, en fait, j'ai juste une petite question pour vous les DBA. Alors, j'ai forcément vous piqué un peu au vif. Il y a cette fameuse question de dire mais l'automatic tuning, c'est bon, on n'a plus besoin de DBA demain. Votre avis là-dessus? Je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, c'est juste un transfert de compétences. Le temps que l'on passait à faire ces actions manuelles, on va peut-être le passer à chercher quelle est la cause réelle du problème que l'on rencontre. Parce qu'en fait, l'automatic tuning et tous les systèmes qui sont mis en place autour de Query Store ne sont pas forcément là pour, je dirais, enlever du travail au DBA. C'est juste pour faire de manière automatique des actions qui seraient répétitives, qui dire non, finalement je vais choisir ce plan d'exécution à la place de celui-là. Et en fait, le but du jeu sera vraiment de la part du DBA de se concentrer sur les root causes, sur vraiment son infrastructure, son architecture et les causes réelles qui se cachent derrière. Il faut vraiment se détacher un tout petit peu du quotidien à faire du clic droit pour corriger des problèmes.
Par contre, plus de valeur ajoutée et plus d'expertise au final. De l'expertise, au final, ça fait que mettre en avant les compétences d'un DBA. Depuis la version 7, on dit que ça va être la fin des DBA. On attend Exactement. encore. Ils sont là toujours. On est toujours là. Ils font juste autre chose en fait, c'est juste ça, c'est qu'on faut simplifier leur travail. Ils font vraiment le travail qu'ils doivent faire à la base, c'est-à-dire la valeur ajoutée sur optimiser son environnement. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois le DBA, et non pas comme quelqu'un qui gère que des sauvegardes, c'est plus un qui gère pupitreur. voilà, c'est plus un pupitreur, exactement. Alors, en dehors des annonces DBA, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle dans cette keynote et même de DataVis, toi Fabien, qu'est-ce que tu as retenu sur cette keynote en fait en 3 facettes avec 3 speakers différents? Déjà, moi sur la partie, même sur la session SQL VNext, moi j'ai remarqué qu'en gros, il parle au niveau des langages utilisés par les data scientists. Les 3 premiers, il me semble que c'était R, Python et SQL, et qu'avec la VNext, maintenant ils ajoutent aussi Python exécutable directement à partir de SQL Server. Bon, après, je ne sais pas quelle version de Python ça utilise, ou il faudrait rentrer vraiment dans les détails pour voir ce qu'on peut faire avec, mais en gros maintenant on peut tout faire avec SQL Server, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite sur la conf d'IA, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'était vraiment une conf sur les concepts. Plus qu'une vraie conf technique, on n'a pas vu d'outils ni de technologie, mais en gros les futurs concepts, enfin les concepts actuels c'était vraiment, on avait des systèmes dédiés, par exemple on va avoir une IA qui va être spécialisée dans la reconnaissance d'objets dans des images, une IA spécialisée dans la reconnaissance de texte ou l'écriture, enfin la reconnaissance de voix et l'écriture de texte, enfin voilà. Des IA vraiment très spécialisées, et là on va plutôt partir sur une IA un peu plus généraliste qui va être capable d'apprendre des choses quand elle en a besoin. Et donc on part complètement sur un nouveau monde, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est parce que ça dit comme ça reste encore un peu science-fiction. Il y a donc des gens chez Microsoft qui travaillent, mais c'est l'utilisation finalement des données de Minecraft qui finalement reste le vecteur, un peu la boîte de pétri pour faire grandir tout ça, et demain avoir justement ces systèmes intelligents qui finalement inventent leurs algorithmes ou leurs besoins pour faire des actions. C'est ça, ils nous ont même parlé du projet Almo. Malmo, M-A-L-M-O. qui est à 5 km, c'est ça, c'est la ville qui est juste à 5 km d'ici. La deuxième plus grande ville de Suède. Et donc il y a même un GitHub disponible sur internet, qu'on peut télécharger pour faire soi-même des expérimentations dans l'univers de Minecraft, et de l'apprentissage et du machine learning de façon très concrète. Dans Minecraft, mais concrète quand même. Good. Alors, même s'il n'y a pas eu de démo, mais en fait, ça nous montre bien qu'il y a un investissement sur ce sujet-là, et que même si pour l'instant, on va faire un peu de Python dans SQL Server, demain, l'intelligence artificielle, en tout cas tout ce qu'on va pouvoir faire de prédictif et d'extrêmement intelligent, la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire que tout ça va revenir autour des données qu'on a, et potentiellement ces données everywhere, mais dans SQL Server si possible, on va dire. Et dernière partie de la keynote, c'est la DataVis. Est-ce que l'un de vous a une Alors, moi qui remarque? suis moteur, et vraiment moteur et pas forcément Moteur de base de données. moteur de base de données, j'ai vraiment été impressionné par le speech de Alberto, qui était vraiment extrêmement clair et qui présentait les choses avec un aspect qui était pas du tout technique et vraiment orienté utilisateur final, ou en tout cas orienté publication d'informations, avec vraiment des mots-clés qui étaient extrêmement simples: avoir la bonne information, attirer la personne, attirer le regard, donner quelque chose. Enfin, c'était vraiment extrêmement intéressant, et je trouvais que le choix des graphiques, etc. avait vraiment un sens, et c'est des choses qui souvent sont un petit peu oubliées sur du reporting et autres. J'ai trouvé vraiment l'intervention très très intéressante, alors que c'est absolument pas mon domaine d'activité. Ouais, ça fait plusieurs années que la DataVis essaye de rentrer, alors plus là pour le coup dans le monde de la BI d'entreprise, où on reste quand même très coincé dans le tableau croisé dynamique et des choses très basiques. Donc ça commence à arriver, ça a du mal à prendre, et en effet Alberto Quero fait partie de ces gens qui évangélisent et qui arrivent à convaincre les gens qui a un intérêt finalement de faire de la DataVis. Une dernière remarque sur cette keynote. Oui, moi je voudrais souligner la diversité et la qualité de la keynote, et puis aussi comparer avec la keynote de l'an dernier. Vous n'étiez pas là, mais c'était Joseph Chiroche qui est venu avec son équipe. Ça a coïncidé avec le lancement de SQL Server 2016, exactement la date du lancement.
Et c'était vraiment la machine marketing Microsoft qui débarque avec répétition de la keynote pendant 3 heures le jour d'avant. Tout le monde est prêt, tout le monde sait, tout le monde connaît son cue, tout le monde sait ce qu'il doit dire à quel moment. Et peut-être un peu trop marketing, un peu moins technique. Et la keynote aujourd'hui, c'était beaucoup plus technique, avec Joe Sack qui présentait les features avec leurs noms, comme tu dis, David. Assez complexe, les noms complexes, les acronymes. Mais par contre aussi la possibilité de faire venir des gens qui ne sont pas du tout affiliés à Microsoft, comme Alberto Quero qui a pris l'avion depuis Miami pour venir nous expliquer les visualisations, que ce soit avec Excel ou avec Tableau, ou avec peu importe quel produit est utilisé pour faire des visualisations. Et ça montre aussi la diversité de la plateforme SQL ces 10 dernières années, à mon avis, où ça évolue. Et il y en a il y a pour le moteur, database, il y a pour la BI, il y a pour les analystes. Ils font aussi mise beaucoup de ressources et d'énergie sur l'IoT. Ça n'a pas été trop présenté à la keynote, mais IoT est une partie vraiment importante de cette conférence aussi, où on va avoir quelques sessions intéressantes. Ça aide, l'IoT justement aide l'intelligence artificielle en l'abreuvant de données et de contexte, en fait, ça fournit de la data assez intéressante. Je rebondis sur ce que tu dis, Régis. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais SQL Nexus, c'est bien une conférence communautaire. Les 6 personnes qui êtes à l'organisation de cette conférence, les artisans de cette conférence, vous faites ça sur votre temps libre. Vous faites ça pour partager les connaissances. Donc, en effet, il n'y a pas cette connotation marketing et vous pouvez donc avoir cette ligne éditoriale quand vous gérez les keynotes. En fait, l'équipe, il y a 3 personnes de la communauté, Kenneth, Marc et moi-même. Et puis on a 2 personnes de chez Microsoft au Danemark, 2 personnes du marketing et une agence qui s'occupe de toute la partie pratique, donc de mettre la table, de s'occuper de la réception, de s'occuper de la fête, de s'occuper du traiteur et tout ça, et des locaux, des sponsors installés, être sûr que tout le monde est là quand il faut. Donc nous en fait, on n'a rien à faire presque, juste s'occuper des speakers et du contenu. Ce qui est quand même un point très important dans une conférence, ouais, les speakers. Et on ne veut pas gagner d'argent non plus, c'est pas le but de la conférence de faire un bénéfice. Donc bien sûr, il faut que la personne qui organise toutes les choses pratiques soit payée, il faut que Microsoft ne perde pas trop d'argent là-dedans non plus. Mais en fait, plus on a de participants, plus la fête sera grandiose ce soir. Bon, on a hâte de voir ça. Je propose de passer à Oui, parce qu'on est quand même dans un cinéma, il faut le préciser. Oui, ça, cette conférence a lieu dans un cinéma, donc d'ailleurs super, la keynote en IMAX, il n'y a pas besoin de zoom it. Il n'y a pas besoin de zoom it. Bon, par contre, j'ai un peu les miquettes pour la session de tout à l'heure, parce que je passe dans la grande salle, donc on verra bien. On va passer sur un autre sujet, puisque l'idée de ce podcast, c'est aussi de vous apporter des news. Donc là, on a quand même annoncé pas mal de news par rapport au keynote du SQL Nexus. Mais c'est une news qu'on a depuis un moment autour du monde de la donnée avec les technologies Microsoft. Et il y a eu on ne va pas appeler ça une conférence, mais en tout cas une keynote qui a été donnée online par Microsoft. C'était exactement, j'ai même plus la date, je crois que c'était le 12, c'est ça, le 12 avril. Je me trompe certainement sur la date. Non, je crois que c'était le 16 avril. Ça s'appelait DataAmp. Donc c'est en effet Joseph Siroche, tu l'as cité tout à l'heure, Scott Guthrie et différentes personnes de Microsoft qui nous présentaient finalement quelques annonces et quelques éléments autour de la plateforme de données Microsoft. Donc on va essayer d'en citer quelques-unes et puis de réagir, parce que l'idée c'est ça, c'est pas juste de vous balancer la news, c'est aussi de réagir un petit peu à ce qui a été fait. Donc la plus grosse annonce que tout le monde connaissait, c'était finalement l'annonce que c'est bien SQL Server 2017 et non plus SQL Server VNext. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à la CTP2, donc on arrive vraiment à quelque chose qui commence à prendre forme sur cette future version de SQL Server qui va sortir d'ici la fin de l'année, puisque maintenant ils se sont engagés, on va être en 2017. Donc sur cette CTP2, est-ce que vous avez des retours, peut-être David, est-ce qu'il y a un truc que toi tu as vu intéressant en tout cas sur la CTP2? Oui, bon, alors par rapport à cette session que j'ai regardée d'un œil, un œil à travailler, un œil à regarder, il y a eu pas mal d'annonces qui ont déjà été reprises d'ici, si je ne me trompe pas, notamment la CTP2, le nom, SQL Server VNext qui est passé en 2017. Bon, je pense que c'est pas vraiment une surprise
pour tout le monde. Je pensais honnêtement qu'ils allaient, sauf erreur de ma part, annoncer une potentielle date de sortie, mais ça n'a pas été le cas. Où j'ai mal entendu. Techniquement, il y a une date de sortie, hein. C'est au plus tard le 31 décembre 2017. Au départ, c'était c'était en juin, fin juin. Il parlait de la moitié de la mi-année, oui. Donc c'est vrai que du coup, L'année fiscale de Microsoft. Voilà, l'année fiscale. ouais, c'est vrai, voilà. ça. C'est vrai que c'est assez ambigu, mais bon, c'est pas très grave. Oui, enfin moi, c'est comme d'habitude, hein, c'est vrai que je porte beaucoup mon attention sur la partie Linux. Alors, il y a eu pas mal de choses sur Linux qui ont été repris encore aujourd'hui par Joe Sack. Mais voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai retenu moi de cette conférence. D'ailleurs, on voit finalement que même si c'est annoncé depuis un moment, mais 2017, ça sera vraiment ça sera Linux, quoi. C'est vraiment SQL Server Linux. Ça sera une extension. Je dis pas forcément que ça sera. Voilà. Il y a des avancées côté moteur, probablement côté BI à venir sur cette version SQL Server 2017, mais on sent que quand même énormément d'efforts ont été déployés chez Microsoft pour amener la portabilité de SQL Server sur différentes plateformes. Ça a dû consommer pas mal de budget, donc on peut comprendre qu'il y ait peut-être un petit peu moins de fonctionnalités développées, même si on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient réellement attendues côté Hackathon, donc côté memory, qui sont à présent disponibles sur des jointures, etc. Donc des limitations qui s'effacent au fur et à mesure. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses révolutions, mis à part la portabilité sur cette édition de SQL Server, mais on sent vraiment la continuité. Ce qu'on sent aussi, c'est que le rythme s'accélère. Microsoft commence à accélérer les cadences de sortie de SQL Server, probablement aussi dicté par le marché, par les clients. Et on sent vraiment que c'est quelque chose sur lequel on ne va pas revenir en arrière. Il y avait un slide à ce sujet au niveau de la keynote aujourd'hui. Et on sent vraiment qu'on n'est peut-être pas forcément dans une fuite en avant, mais on est quand même censé délivrer des nouveautés de manière relativement rapide. Et il est fort probable que dans les années à venir, il n'y ait plus forcément de version de SQL Server à proprement parler, mais qu'on s'oriente un tout petit peu plus vers de la mise à jour continue, comme on peut le voir aujourd'hui sur du Azure avec du SQL Azure. Ouais, donc ça fait qu'on va afficher différemment. Il ne faut pas penser quand est-ce que je migre à quelle version, mais il faut penser feature par rapport aux applicatifs qu'on a. Faut penser business, est-ce que mon business va tirer parti des dernières fonctionnalités qui viennent de sortir. Ok. Je m'adresse à toi, Fabien, sur les annonces qu'il y a eu sur DataAmp. Il y a eu notamment, donc en effet, il y a eu Python sur SQL Server qui a été annoncé lors de cette conférence. On en a reparlé tout à l'heure. Mais plus globalement, il y a des grosses avancées sur tout ce qui est un peu machine learning et algorithmes, et notamment le deep learning. Donc Microsoft a annoncé que dans SQL Server, on pourrait tirer parti des GPU pour certains calculs. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à considérer ou pas? Je pense que ça peut être intéressant. Après, moi je suis pas expert non plus du calcul GPU, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même pas mal optimisé pour faire du calcul matriciel. Et donc, j'espère que je dis pas de grosses conneries. Et donc optimiser peut-être des temps de traitement sur de l'entraînement de modèles, donc ça peut vraiment être intéressant, faut voir ce que ça donne après en pratique et quels sont les algos disponibles avec cette technologie-là. Mais donc ouais, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais, globalement, ça va être certains types d'algos, notamment tout ce qui est deep learning, etc., qui savent utiliser ce type de compute. Et alors je sais plus si ça avait été annoncé, lorsque Microsoft a fait cette annonce-là, ils ont donné un exemple où en effet ils ont divisé par 10 ou 30, je sais plus, le temps d'exécution d'un scoring en se basant sur du calcul GPU plutôt que CPU. Après, d'après mes connaissances, il n'y a pas énormément de serveurs SQL Server avec des cartes graphiques. Je sais pas si vous côté DBA, vous en avez déjà vu ou... Moi, j'en ai pas encore vu. Donc je pense qu'on part vraiment sur d'autres machines et d'autres plateformes vraiment dédiées pour ça. Il y a des VM très très spécifiques qui existent chez différents hosters qui ont effectivement des GPU. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais vu de SQL Server à proprement parler installé dessus. Ouais, et dans tous les cas, ça va remettre en cause un petit peu les plateformes. Et puis le mode de licencing, ils n'en ont pas parlé, mais donc si finalement je mets un seul cœur et gavé de GPU, est-ce que je paye juste un cœur ou est-ce que finalement la puissance des GPU va être comptabilisée dans les licences? À voir. Je pense qu'il y aura une modification de la licence à ce moment-là. À voir. Bon, de toute façon, c'est des nouveaux use cases, comme tu disais, Fabien. Moi, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense que, dans tous les cas, c'est pas une révolution pour vos plateformes actuelles, mais plutôt de se dire, voilà, demain, vous voulez faire vraiment une plateforme orientée
machine learning, deep learning autour d'SQL Server, en fait vous allez mettre votre machine à côté qui va être cette fois-ci dédiée. Toi qu'on est sur le sujet, d'ailleurs, il y a eu l'annonce de R-Server 9.1 qui est sorti, qui d'ailleurs, en fait, dans ces nouveautés, principalement, c'est ça, c'est Deep Learning sur des GPU et non plus sur du CPU qui est sorti sur R-Server. Il y a aussi des optimisations sur les web services. Donc là, pour faire du scoring un peu en temps réel, donc là ils ont vachement optimisé le moteur et la possibilité de faire du remote en mode asynchrone, c'est ce que j'ai noté. C'est-à-dire lancer des traitements et ne pas être obligé d'attendre la fin du traitement pour faire autre chose. Dans R-Server ou Dans R-Server, ouais, 9.1. C'est des petites choses, mais ça prouve que ça avance, quoi. Tous les mois, il faut des petites choses et au final, ça nous fait des belles releases. Moi, j'ai noté pas mal de nouveautés, en fait, de choses qui ont été annoncées autour de Azure SQL Database. Et notamment, moi, alors j'ai même réécouté 2-3 fois parce que j'avais pas bien compris, mais notamment le mot profiler. Et l'agent. Il y a l'agent, mais moi c'est profiler qui m'a fait cliquer. Donc en effet, il y a eu pas mal d'annonces sur Azure SQL Database. Donc en effet, le Service Broker, le SQL Agent, le profiler, donc pas mal de choses. Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire ou est-ce que En tout cas, dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. Il ne manque plus que SSIS. Non, il manque plus que le restore database. Alors, je posais la question en fait dans le sens où il y a quelques années, on nous avait annoncé la mort de Profiler, qu'il fallait faire absolument du X-Event. Et actuellement, si on veut faire du troubleshooting sur Azure SQL Database, comme on n'a pas le Profiler, on est obligé de le faire avec des X-Event. Est-ce que finalement, c'est quoi? C'est un rétropédalage Enfin, comment vous voyez ce rétropédalage de Microsoft? Non, moi je vois que c'est peut-être une situation temporaire. Le profiler, finalement, ce n'est qu'un outil graphique qui va se plugger derrière sur l'API SQL Trace. Et si demain Microsoft décide de changer finalement la source de données et de basculer de l'API SQL Trace à du X-Event, rien ne les empêche d'avoir la même interface graphique que les gens sont habitués à utiliser s'ils sont relativement réfractaires à ce que l'on trouve au niveau de Management Studio. Tiens, d'ailleurs, il y a eu l'annonce de Management Studio en release 17.0 en disponibilité. Donc, je veux dire, c'est pas forcément un rétropédalage, c'est juste que il doit y avoir, je pense, un certain nombre de contraintes techniques à basculer directement tout au niveau des X-Event, qui quand même propose plus de choses globalement que le profiler, mais je dirais dans l'inconscient collectif, l'outil de troubleshooting actuel pour de la performance reste quand même le profiler. Je pense que c'est une situation temporaire et que plus tard le profiler pourra se repluguer sur les X-Events. On verra, je pense que l'avenir nous le dira. Ouais, bon, je partage ton avis. Pour moi, l'important c'est l'ergonomie de l'outil. D'ailleurs, il y a un gros débat en interne dans mon équipe de DBA entre X-Event et Profiler. Bon, en tout cas, c'est bien de laisser le choix, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut. C'est deux outils qui sont complémentaires. Aujourd'hui, dans les X-Event, on ne peut pas corréler les données de performance issues d'une trace, issues d'une capture côté SQL, avec des données de performance issues des compteurs de performance. Alors que le Profiler, vraiment la fonctionnalité, elle y est depuis très très longtemps, et de pouvoir corréler par rapport à une base de temps, une chute de PLE ou une augmentation de l'activité disque, ou quelle que soit la problématique que l'on voit dans les compteurs de performance avec des requêtes SQL directement en pointant avec la souris, c'est quelque chose que n'offrent pas aujourd'hui les X-Events. Ok. Un mot sur Azure SQL Database, quelqu'un Par rapport à ce qui a été dit, de plus, non. Alors, on va rester un peu pas très loin d'Azure SQL Database, et notamment, je ne sais pas si vous avez vu ça, le Migration Service, Migration Assistant, Migration Service Assistant, en fait, où directement dans Azure, en 3 clics, next, on dit où est notre base Oracle, et alors la démo était comme ça, et puis à la fin on fait next, et puis le présentateur a été content de nous dire, vous voyez, j'ai mes 5 bases de données qui sont dans Azure, j'ai rien eu à faire, tout a été migré. Est-ce que vous avez une remarque sur ce type de produit magique? Oui, sauf que dans la réalité, en général, ça se passe pas comme ça. Voilà, j'ai juste une remarque. Je pense que c'est la suite logique des choses, puisqu'aujourd'hui, des providers, des hosters comme Amazon proposent déjà ce genre de service qui est finalement à base de réplication pour du SQL. En fait, migrer du SQL Server on-premise vers du Amazon RDS par exemple se fait relativement facilement au travers d'un service qui est similaire. Donc finalement, Microsoft vient juste combler un manque pour faciliter la transition vers du cloud, que ce soit du IaaS ou du PaaS. Donc je pense que c'était une suite logique de choses, et l'outil devrait s'enrichir au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut rester sur des cas relativement basiques
pour que la démo se passe bien, que la migration se passe bien. Quand on va rencontrer des problèmes, est-ce qu'il faudra faire des corrections sur la source? Est-ce qu'il faudra apporter des corrections a posteriori sur la destination? Je pense que c'est à l'usage que l'on va le voir, mais ça va dans le bon sens des choses pour améliorer l'adoption. Ouais. D'accord, donc on augmente l'outillage et puis on retire pas finalement l'expertise. Il y a déjà du SSMA qui existe. SSMA, Donc, ouais, ça aussi, un SSMA à la mode. Voilà, c'est un c'est SSMA totalement clarifié, online. ouais. C'est totalement online. Autre petite news, petite finalement, j'arrive pas encore à jauger si elle va révolutionner quelque chose ou pas, mais je trouve qu'elle est soit Microsoft la minimise ou veut pas la mettre trop en avant, quoique là ils en ont reparlé ce matin à la keynote. C'est GraphDB, donc l'idée de pouvoir faire des requêtes de type graph. Donc on a ça sur des bases qui ne sont pas SQL Server, des bases de type graph, donc Neo4j. Il y a quoi d'autre comme base graph? Il n'y a pas Cassandra qui est de type graph aussi, il me semble. Voilà, vous vérifierez, hein, je ne garantis pas ce que je viens de dire. Mais en tout cas, Neo4j est une base de type graph et Microsoft donc, a annoncé que SQL Server allait supporter des structures de type graph et des requêtes de type graph. Donc on a eu la démo enfin parce que à DataAmp, il l'avait juste annoncé en disant qu'il supportait les graphes. Là, on a eu alors c'était pas une démo, mais en tout cas, on a vu à quoi ressemblait le SQL. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir SQL qui s'étend encore plus sur ce type de base de données, ce type de données? C'est encore un pas dans la bonne direction, mais bon, c'est aussi à mon avis un petit argument marketing parce que les graphes c'est toujours basé sur du relationnel. Hein. Et avec des colonnes et des tables et des relations, tu pouvais toujours décrire tes graphes. Maintenant, tu peux ajouter la description que c'est un edge ou c'est un node. Mais bon, c'est... Et peut-être que c'est pour simplifier finalement le requêtage et puis peut-être même en interne de simplifier l'exécution de ce type de requête un petit peu plus lié sur... parce que je suis d'accord avec toi, on peut le faire en relationnel, mais tu vas avoir des jointures dans tous les sens, alors que là, il y a peut-être le langage semble plus approprié à justement faire des requêtes word. La clause c'est match d'ailleurs qui a été montrée tout à l'heure, de faire ce type de requête dedans. Est-ce qu'à terme ce ne sera pas un autre moteur à l'intérieur d'SQL Server, comme on peut avoir le Column Store et Hekaton, et après on peut avoir de l'interopérabilité entre les différents moteurs? Ça donne peut-être cette possibilité-là. Ça me semblerait logique que ce soit comme ça. Il faut voir parce que quand ils ont annoncé qu'ils mettraient JSON dans SQL Server, au final, le JSON, tu le mets dans un varchar, dans une table, et après tu as juste des langages, du requêtage pour aller taper dans ton fichier texte. Quoi. Mais c'est pas vraiment un moteur JSON dans SQL Server. Donc faut voir comment ils l'ont intégré. Ça, c'est... Ouais. Oui, parce que par exemple on avait le XML qui permet de... donc au tout début, on voit Christophe en fait qui est en train d'agonir là quand on se prononce ces mots-là, JSON XML. Mais même le XML, quand c'est sorti, je me souviens tout le monde voulait faire la moitié de la structure de sa table dans du XML et puis faire du XPath. Et puis en fait personne l'a fait parce que c'est pas performant du tout. Voilà, exactement, c'est ça. C'est que oui, ça marche. Vous pouvez faire votre XPath. Donc déjà, faut déjà avoir envie d'aller dans le XPath. Mais en plus, après, c'est comment ça scale, quoi. Donc c'est vrai que ça rejoint finalement ce que tu nous dis, Fabien, sur ça. Donc GraphDB, à voir. Peut-être que pour des petits trucs, ça peut être bien, mais voilà. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une règle générale en disant est-ce que le serveur devient une base de données graph, de type graph? Je pense qu'on n'en est pas là, mais bon, on verra ce que nous donne la suite. J'attends la session 5 choses utiles à faire avec XPath, avec impatience. On peut faire des choses. Voilà. On peut faire du cluster avec SQL Server Express. Je l'ai fait. C'est pas supporté, ne le faites pas, c'est pas supporté. Voilà, on coupera au montage, on mettra des bips sur l'affaire. On va terminer avec alors il y a les news Power BI habituelles, mais en fait elles sont toujours timées avec la sortie du mail de la sortie du mois, avec toutes les nouveautés qui sont arrivées ce mois-ci. Et donc en fait avec les dates où on enregistre ces podcasts, le mail n'est pas encore arrivé, donc on va pas faire on réservera les news Power BI lors d'un prochain podcast, hein, on vous promet. Donc on va faire l'impasse sur Power BI pour ce podcast. Dans le monde Azure, alors ça évolue toujours un petit peu, il y a toujours des petites mises à jour. Je crois qu'il y a
de l'Azure Data Lake qui est passé, il y a du Azure Analysis Services qui est passé en GA, il y a du Azure Data Lake qui vient de corriger, d'améliorer certaines requêtes. Donc plein de petites choses, on va pas forcément les détailler tout ici. Mais Fabien, on discutait justement hier de quelque chose qui a été annoncé, c'est Azure Time Series Analytics. C'est le bon terme, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait et pourquoi il y a quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle brique ou cette nouvelle technologie qui arrive dans le monde Azure? C'est censé être un outil pour orienter IoT. Donc en gros, il va prendre en input, il va prendre soit IoT Hub, soit Event Hub. Donc ça, c'est les entonnoirs de données. Je sais pas si entonnoir c'est le bon mot, mais donc ils vont récupérer plein de données qui vont venir de devices IoT ou d'applicatifs. Et ces données-là, elles vont rentrer dans le service via du coup les Event Hub, va rentrer dans le service Azure Time Series Insight. Encore une fois, est-ce que je me plante? Non, c'est ça. Et donc en fait, l'intérêt de ça, c'est de suivre en temps réel des time series en fait, comme le nom l'indique. Donc de la donnée qui bouge dans le temps, un indicateur qui va bouger dans le temps. Et après, il y aura une interface et une API REST qui vont permettre du coup d'interagir avec ces services-là. Bon, c'est pas très clair, hein. Je pense qu'il faut faut un peu creuser le sujet. En fait, tel que je le vois, parce qu'actuellement on a Stream Analytics qui se branche derrière Event Hub et qui permet de faire des patterns un petit peu plus analytics. Sauf qu'en effet, il faut rentrer dans le SQL, il faut comprendre le principe des window function et il faut surtout déverser. Et puis Stream Analytics, c'est de l'agrégat. C'est de l'agrégat temporel. Alors que là, je pense pas que ce soit. L'idée, c'est peut-être plutôt de pas faire d'agrégat, mais de vraiment voir du coup les tendances en temps réel. D'accord, donc à suivre, savoir agrégat par agrégat, ça c'est une question auquel il faudrait répondre, mais moi tel que je le vois, c'est peut-être finalement une simplification d'un truc qui, c'est pas que c'est compliqué à faire avec Stream Analytics, mais c'est des compétences qu'on n'a peut-être pas forcément, et là l'idée c'est presque en next, je schématise, mais très simplement, finalement on puisse suivre une valeur ou une métrique qui sortirait d'Event Hub sans demander au mec de la BI de venir nous c'est vraiment en temps réel, à la seconde, c'est vraiment très très précis quoi. Vous vous souvenez de Stream Insight? Exactement. Qui était un produit intéressant, mais un petit peu en dehors de la compétence du serveur SQL. Et content de délivrer avec SQL. Ouais, c'est collé. Et je pense que ça, c'est un peu la même idée que ce qu'on pouvait faire avec Stream Insight, donc pouvoir faire des fenêtres de temps, sliding windows ou des choses comme ça. Ouais. Toujours l'analogie des voitures qui passent au péage et voir combien de voitures à quel moment passent au péage et combien de temps elles y restent, etc. Ce qui est bien en mettant ces technologies finalement en mode cloud dans Azure, c'est que Microsoft peut essayer de mettre des briques par-dessus de ça, de finalement construire un peu plus de valeur ajoutée et pas juste de fournir une plateforme technique. Est-ce que tu penserais du Lego au pays du Lego? Et oui, potentiellement, mais en tout cas, oui, c'est de simplifier. Donc, plutôt d'avoir que des briques de base, d'avoir des briques un petit peu avancées qui sont peut-être certainement plus chères. Évidemment, le cloud n'est pas gratuit, mais qui derrière va vous faire soit gagner du temps, soit gagner de la compétence. Globalement, autour de cette table, vous suivez un peu les news très Azure. Donc, Régis, toi tu fais du Azure, mais je parle à nos deux débats, donc tout ce qui est vraiment la plateforme dans Azure au sens large, mais même au-delà de la plateforme de données en fait. Est-ce que vous suivez un petit peu tout ce qui se passe dans Azure? Moi je suis plutôt quand même focalisé sur la partie data, donc plutôt sur du IaaS, du PaaS et bientôt sur du container as a service et qui débarque d'ailleurs, du CAS. Mais toujours pareil avec les problématiques de haute disponibilité, comment mettre en place du failover cluster sur du Azure, comment mettre en place des groupes de disponibilité sur du Azure. Mais sur les autres fonctionnalités, les autres briques de Azure, c'est pas du tout mon cœur d'activité, on me questionne rarement là-dessus. Ouais, mais tu regardes quand même certaines choses comme Storage Spaces. Je regarde, Storage Spaces, c'est vraiment une fonctionnalité de Windows 2016. Alors par rapport à Azure, ça solutionne beaucoup de problèmes effectivement par rapport à du Azure ou par rapport à du cloud de manière générale. Mais sur les autres fonctionnalités, c'est vrai que j'y vais pas trop non plus. Ok. Dernière remarque, justement, toutes ces news Azure et les éléments qu'on a. Pour moi, Azure deviendrait bien plus intéressant d'un point de vue IaaS si on avait plus de flexibilité sur le choix des machines virtuelles typiquement. C'est des choses qui sont quand même relativement linéaires et donc on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va doubler la CPU, on double la mémoire, etc. Or, ça ne me paraît pas très adapté pour du workload SQL parce qu'on
on sait pertinemment qu'on a besoin de beaucoup de mémoire, mais pas forcément besoin de beaucoup de compute. Donc des VM qui auraient par exemple 6 cœurs et 128 Go de RAM ou 8 cœurs 128 Go de RAM seraient beaucoup plus appropriés à du SQL Server que de 8 cœurs 32 Go ou 8 cœurs 64 Go comme on peut le retrouver actuellement. Et ça c'est vrai chez tous les providers. Donc moi je suis un tout petit peu déçu à l'heure actuelle par les choix que l'on nous impose finalement, mais en même temps ces choix sont guidés je pense par le côté purement financier, parce que derrière je vais acheter beaucoup plus de licences SQL, je vais avoir des VM beaucoup plus grosses juste parce que j'avais besoin d'un petit peu plus de mémoire. Donc aujourd'hui le sizing des VM moi me perturbe un petit peu, en tout cas me satisfait pas totalement. Donc moi j'attends beaucoup de la part des hosters de ce côté-là. D'accord. Alors on va terminer ce podcast parce que bientôt la session va se terminer, il va y avoir un bruit pendant ce podcast, donc on voudrait pas, on voudrait que ça reste audible. Juste la dernière partie de ce podcast, on termine toujours par un petit carton rouge. Alors ce mois-ci, le carton rouge justement, il est par rapport à DataAmp. Alors vous pourrez réagir sur ça, mais sur DataAmp, c'est que finalement on a une grande conférence qui a annoncé en grande pompe, worldwide, diffusée avec le corporate vice-président data, etc., qui nous annonce plein de choses. Là-dessus tout va bien, ça me va très bien, mais mine de rien, on n'a rien sur toute une partie finalement de ce qui fait SQL Server, et notamment par exemple la BI on-prem. Donc on sait qu'il y a beaucoup de travaux sur Power BI mis dans SQL, dans SSRS. On a des choses aussi qui arrivent dans SSAS avec du refresh avec Power Query, etc., qui arrivent côté on-prem. Et là en fait il n'y a eu aucune annonce. Et en fait on s'aperçoit, ça va faire comme lors de la précédente grande annonce, c'est que dans quelques semaines, dans quelques mois, en fait on va avoir une autre partie de l'équipe qui va nous sortir un outil à côté. Et moi un peu le carton rouge et le coup de gueule du jour, c'est que vraiment on a l'impression qu'il y a un peu deux équipes chez Microsoft et qui vivent un peu leur vie, chacun de leur côté. SQL Server 2017 R2 donc on espère justement, on n'aimerait pas que ça revienne aux erreurs qui avaient pu être faites là-dessus. Donc je trouve ça dommage que quand on annonce une CTP2 et qu'on fait une conférence internationale, mais en fait on ne mette pas l'ensemble du périmètre des features qui sont en cours de développement, mais qu'on n'en mette que quelques-unes et puis que les autres on les sorte entre guillemets sur une CTP 2.0.25 qui va être mise un peu sur le côté dans d'autres canaux de communication. Donc voilà, moi je trouve ça dommage qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Vous avez une réaction sur ça peut-être plus les gens de la BI. Je pense peut-être qu'ils attendent que ce soit Power BI qui fasse la news, que ça soit fait sur le blog Power BI. Et du coup c'est détaché, mais peut-être parce qu'aussi ils ont demandé à ce que ça soit fait à côté. Ouais, mais Power BI on-premise, donc dans SSRS, ne dépend pas de PowerBI.com, le software as a service. D'accord. Donc là pour le coup mais ça pourrait être une explication. Et d'ailleurs tu en fais bien d'en parler parce que je crois que le 3 a été annoncé qu'il y aurait une grosse annonce. Donc maintenant il faut même des annonces comme quoi d'ailleurs des annonces. Donc c'est lié à demain, hein. Power BI, c'est exact, c'est demain, c'est lié à Power BI et à CRM, on n'en sait pas plus. Voilà. Je peux vous le dire maintenant. Par contre, alors d'ici à ce que ce soit monté, ça pourrait être bon, mais on va pas s'y risquer. Nous ne savons rien, on ne sait rien sur ces annonces. Mais en tout cas, voilà, les mots-clés c'est Power BI, CRM, et voilà, c'est ce qui va être annoncé demain. À vous de suivre les news. Est-ce que donc on termine toujours par le mot de la fin. David, quel est ton mot de la fin? Tu me prends à chaud comme ça. À froid. Hein, ou à froid. Ou à froid, ou à chaud, peu importe. Mot de la fin. Oui, par rapport à SQL Nexus, n'importe quoi ou... Tu as peut-être pas de mot de la fin. Non, j'ai pas vraiment de mot de la fin pour le moment. Eh ben alors passons à Fabien. Est-ce que tu as une petite chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Non, j'ai rien de spécial non plus. Faites de la BI, faites de la data, des trucs classiques. Régis? Oui, moi je veux dire que ça me fait super plaisir qu'il y ait autant de Français qui soient à SQL Nexus en tant que speaker. Ça nous fait plaisir de venir. Oui. Et je pense qu'on a fait x5 par rapport à l'année dernière, c'est ça en fait. Oui. Si on compte pour le coup. L'an dernier, non, je pense pas qu'il y ait de francophones du tout. Bon, pas parce qu'on a des masses, de toute façon, des francophones à Copenhague qui font du SQL Server. Mais ouais, ça fait super plaisir que vous soyez là. Merci en tout cas d'avoir retenu nos sessions. Voilà, on prend ça comme une invitation et on est content d'être là. Christophe, est-ce que tu veux rajouter un petit truc?
Moi, ce que je vois, quand on regarde la tendance générale, c'est que on sent que SQL Server a vraiment envie d'aller de l'avant. C'est aujourd'hui une base de données qui marche bien, qui est fiable, qui apporte énormément de nouveautés par rapport à certains concurrents qui finalement ne vont pas forcément sortir de nouvelles features. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est un produit qui est à suivre. Et avec les CTP qui s'enchaînent et les futurs releases, je pense qu'il y a de beaux jours devant SQL Server. Ouais, là toi t'es vraiment, ça t'a plu ce qui est sorti, donc c'est encourageant. Clairement, ouais. Comme ça. Le mot c'est encourageant. Voilà, et bien merci à vous quatre d'avoir participé à ce podcast. Et pour moi, le mot de la fin, ça sera vélo. Et puis si vous venez à Copenhague, vous comprendrez pourquoi c'était mon mot de la fin. Voilà, merci à tous et au revoir et bonne écoute de ce podcast. Au revoir. Au revoir. Salut, bon appétit.